Alors, je voudrais remercier déjà Julie Gallego pour ce travail, qui est déjà effectivement quelque chose qu'elle avait fait l'année dernière, et j'étais intervenu à ce moment-là plutôt en visio, euh, et c'était déjà un moment très 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 chouette, et donc c'est encore mieux de venir vous voir de in situ. Et puis je voudrais remercier tous les étudiants et les étudiantes qui ont travaillé sur ce livre, qui ont fait ces panneaux dont j'ai pu lire déjà un peu les contenus, et qui ont préparé l'exposition, qui ont fait la sélection des planches aussi. Ça, je trouve ça une très très belle idée que ça vienne, que ça vienne des étudiants, en fait, le choix de la sélection. Et donc je trouve ça très riche en fait comme projet, donc je suis vraiment ravi d'être là parmi vous, quoi. Alors je vais peut-être vous présenter un peu finalement comment j'en suis venu à faire ce livre. Euh, Florida, alors peut-être pour ça, je voudrais parler un peu de ce que j'avais pu faire avant. Donc là, on voit effectivement une série d'ouvrages qui sont ici. En fait, j'ai fait 5 albums. Florida est le troisième d'entre eux. Et comme je disais, moi, j'étais enseignant un peu en art plastique. Et dans mon parcours, j'ai pas de formation d'historien. C'est-à-dire que les livres, une grande partie de ces livres, effectivement, se retrouvent liés à des contextes d'histoire, et à des contextes, disons, un des sujets qui parcourt aussi l'ensemble quand même de ces livres, c'est beaucoup des questions autour des images et des représentations, même plus que des images, représentations artistiques, mais aussi représentations en termes de récit, qui est déjà une forme de représentation, évidemment. Et donc ces questionnements-là, ils parcourent un peu tous mes livres, je crois, et avec effectivement un attachement pour des contextes historiques spécifiques. Mais ça, c'est pas quelque chose effectivement qui venait de ma formation. Moi, je viens des arts plastiques, donc j'ai fait des études, une fac d'arts plastiques. J'ai un DEA, donc un master 2 aujourd'hui, on dirait, d'arts plastiques. Puis l'agrégation que j'ai passé ensuite, et j'ai commencé à enseigner les arts plastiques en même temps que je faisais mon premier album qui s'appelle Le Sourire des marionnettes. Dans ma formation, j'ai eu aussi un petit double cursus avec du FLE, français langue étrangère, où j'ai donc un master de FLE. Et c'était une formation qui a quand même compté dans ce que je fais, parce que j'ai, dans ce cadre-là, eu des cours un peu d'anthropologie culturelle et de sociolinguistique, notamment, qui m'avaient beaucoup intéressé et qui m'ont ouvert des portes, notamment sur le monde et sur l'ailleurs. Et Le Sourire des marionnettes, peut-être je n'aurais pas fait ce livre sans avoir croisé en chemin, par exemple, le travail de Hamid Malouf. Et à l'époque, c'était des questions, c'était autour des identités meurtrières, donc un essai sur des questions d'identité que je vous encourage à lire si vous ne connaissez pas, parce que c'est vraiment très bien. Et puis, Hamid Malouf m'avait beaucoup intéressé à ce moment-là. J'ai découvert un roman qui s'appelle Samarcande, mais j'avais déjà en tête ce livre avant. C'est en faisant des recherches pour ce livre que j'ai découvert Samarcande. Et Samarcande a nourri des choses aussi dans ce livre en retour, quoi. Bref. Donc mon premier album, effectivement, Le Sourire des marionnettes, euh, c'est un livre qui graphiquement joue en fait avec l'univers graphique des miniatures persanes, dans un dialogue avec la bande dessinée de Ligne Claire. C'est-à-dire la ligne claire, c'est un peu un concept qui a été formulé pour parler notamment du style de quelqu'un comme Hergé, avec une volonté de lisibilité extrême, que ce soit dans la narration ou dans les images, donc avec des lignes fermées, avec des aplats de couleurs, des choses comme ça. Et donc moi j'ai joué avec ce registre graphique dans ce livre, et en m'inspirant, en me nourrissant du vocabulaire graphique des miniatures persanes, qui a emmené tout ça dans une évocation de conte, on va dire. Et le récit lui-même, il est basé sur une légende historique iranienne autour de la secte des assassins et du poète Omar Khayyam, qui est donc quelque chose qui est évoqué dans le roman Samarcande de Hamid Malouf. C'est aussi évoqué dans un roman que j'avais au départ voulu adapter d'ailleurs, dont je n'avais pas eu les droits, bref, qui s'appelle Alamout de Vladimir Bartol, qui est aussi un grand roman. Bref. Et donc, pour moi, c'était aussi l'occasion, ce jeu de transposition de cette histoire, récit à la fois basé sur des faits historiques, mais en même temps transformé en légende, et assez rapidement, puisque la légende est racontée par Marco Polo,
qui est passé dans les parages en Iran 2 siècles après le moment où le récit se passe, puisque le récit se passe en 1092. Et Marco Polo est donc passé 2 siècles plus tard, et il raconte une anecdote autour de cette secte des assassins dans laquelle il y aurait donc il y a une forteresse dans laquelle le chef de la secte plongerait ses adeptes dans un jardin fabriqué selon les principes du paradis, en leur faisant croire qu'ils sont vraiment au paradis. Il les en ressort, et ces êtres fanatisés n'ont qu'un désir, c'est y retourner, et il les conduit ensuite à aller assassiner tel vizir ou autre personnalité politique. Et en fait, la secte a réellement existé pendant 2 siècles, elle a sévi d'ailleurs, en Iran et en Syrie. Et voilà, bref. Donc cette histoire, moi ça m'a conduit justement, ce premier projet, à m'intéresser à l'histoire, à aller rechercher des sources. Et en même temps, je savais que je la transposais, enfin je jouais avec la légende aussi. Et donc ça m'a intéressé, ce questionnement, ce rapport de la légende et de l'histoire en fait, et de la façon dont la réalité historique s'est transformée en récit légendaire. C'est pas quelque chose qui apparaît dans le corps même de l'album, mais c'est un questionnement qui m'a travaillé tout le long de l'écriture et qui m'a accompagné, et qui a été important en fait pour Florida, parce que le processus même du récit de Florida, il est un peu sur ces thèmes-là en fait, sur la réalité d'une histoire, et déjà dans le temps très proche de l'histoire, comment on va représenter cette histoire, mais en l'amenant dans certaines directions, en donnant une représentation qui peut être biaisée pour certains objectifs, et mettre en tension cette représentation et cette base de réalité, d'expérience humaine. Voilà, c'était un des enjeux de ce livre, quoi. Et donc ça me travaillait déjà au moment du Sourire des marionnettes. Un autre aspect qui me travaillait, c'est la dimension formelle, le jeu avec le langage de la bande dessinée. Alors là, voilà un exemple d'une planche où j'étais assez... j'ai bien aimé en fait travailler cette planche-là, qui était simplement un déplacement de personnages dans un escalier pour aller à la rencontre du chef de la secte des assassins. Et j'ai joué sur la mise en page avec des jeux de géométrie qui s'inspiraient donc de certaines propositions de miniatures persanes qui avaient une dimension labyrinthique. Dans les miniatures, il n'y a pas de perspective avec des points de fuite comme dans la représentation occidentale à partir de la Renaissance. Et l'âge d'or des miniatures persanes, elle est contemporaine de la Renaissance italienne, donc du XVIe siècle. Et en fait, il y a donc des espaces plans, comme ça, et en même temps, il y a quand même une sensation de l'espace et une circulation du regard dans un espace. Et moi, avec les cases de bande dessinée, j'avais cette préoccupation de la circulation aussi du regard du lecteur dans l'espace de la page. Et en l'occurrence, ce qui m'avait bien plu dans cette planche, c'était de donner le sentiment que les personnages montent dans la forteresse, alors même que le regard du lecteur descend dans la page. Et du coup, il y a une dimension un peu contradictoire. Il fallait quand même faire éprouver la sensation qu'on le monte. Et donc, j'ai organisé la planche aussi avec ce parcours qui n'est pas le parcours habituel de la lecture d'une page de bande dessinée, et qui a amené aussi cette dimension un peu labyrinthique. Donc, voilà, on descend par la droite, et puis ensuite on remonte un peu. Voilà, bref. Et donc, ce jeu-là m'intéresse en bande dessinée. Le langage de la bande dessinée, en fait de cette juxtaposition d'images narratives, m'intéresse à plein d'égards. Il y a le rapport au temps qui est avec cette ellipse de case en case. Il y a un jeu avec la mise en espace du temps dans la bande dessinée qui est quelque chose de très spécifique, qui n'existe pas de la même façon dans les autres langages artistiques. C'est très différent du cinéma. Le cinéma, le temps se déroule vraiment dans le temps, pas dans l'espace d'une page. La littérature n'est pas faite d'images. Donc ici, avec la bande dessinée, on joue avec les mots et les images. Il y a une dimension de narration, de récit, mais il y a une dimension aussi plastique. Et c'est cette articulation, moi, qui me passionne dans la bande dessinée. Et en fait, ce premier album a été un peu fondateur d'une forme de démarche, peut-être, ou de curiosité, comment dire, d'aller frotter la bande dessinée avec d'autres pratiques d'image, d'autres pratiques artistiques, donc dans la peinture notamment, mais pas que. Et ça aussi, ça va être quelque chose qui va
être toujours important pour Florida. Juste pour revenir sur cette image, donc tu disais que c'était labyrinthique, mais finalement tu guides aussi le lecteur dans ce labyrinthe par le biais du placement des cases, voilà, avec des bulles effectivement qui vont se suivre et qui vont guider l'œil voilà, pour le déplacement. Oui, alors moi je ne perds pas l'idée, c'est que ma narration elle doit rester fluide et je n'ai pas voulu perdre non plus le lecteur. Ce qui pourrait se faire dans certaines bandes dessinées, il y a ce jeu aussi, on peut avoir des choses beaucoup plus fragmentaires ou éclatées, où on peut se perdre davantage. Moi, je reste aussi attaché à faire... En fait, je me sens un peu à la charnière, un peu entre une forme de récit un peu traditionnel, avec un scénario, une dramaturgie, disons, qui a vocation à quand même entraîner de manière fluide le lecteur dans un récit. Romanesque, et en même temps une dimension d'expérimentation avec le langage de la bande dessinée. Mais je ne vais pas non plus verser totalement du côté de l'expérimentation qui pourrait effectivement donner des choses beaucoup moins facilement lisibles, quoi, en quelque sorte. Le deuxième livre, c'était en fait... Je suis resté dans la Renaissance, dans laquelle j'étais, pas dans le contexte historique dans lequel se passait mon histoire précédente, mais en tout cas dans lequel j'ai puisé ces sources des miniatures persanes. Comme je disais, c'était contemporain de la Renaissance. Et il y avait un livre notamment que j'avais lu à l'époque, qui était un peu la charnière entre mes deux premiers livres, que je vous encourage à découvrir si vous ne le connaissez pas. Ça s'appelle Mon nom est rouge, de Orhan Pamuk. C'est un roman... qui se passe dans le milieu des miniaturistes turcs à Istanbul. Et en fait, c'est cette culture de la tradition des miniaturistes qui va être bouleversée par l'influence venue de Venise, du portrait, de la perspective, qui sont en train de se découvrir en Italie à ce moment-là. Et moi, comment dire, j'avais dans mon parcours d'études, pour le coup en préparation de concours c'était du CAPES, je crois, étudier des choses sur la représentation de l'espace dans la Renaissance italienne, qui m'avait vraiment passionné. Et j'avais un goût particulier pour notamment la première Renaissance, quoi, au XVe siècle. Il y a beaucoup d'expérimentations tous azimuts, avec des artistes qui sont encore avec une forme de naïveté dans la représentation, et en même temps déjà avec des recherches extrêmement... innovantes et très diverses en fait. Donc j'avais une sorte de curiosité et d'appétit pour ce foisonnement-là. Et j'avais envie de mettre en scène des questions de peinture en bande dessinée, notamment cette question de l'effet de présence d'une figure peinte qui paraît vivante alors qu'elle est en réalité fabriquée à partir d'une matière inerte qui est la peinture, sur un support inerte également, un panneau de bois en l'occurrence. Ou une toile. Et voilà, ce mystère-là, un peu de la création artistique, qui est en fait celui, évidemment, qui anime tous les créateurs, qui essayent de transformer les matériaux, ça peut être les mots, ça peut être voilà, une matière, faire en sorte que quelque chose, à un moment, se produise pour voilà, donner, je sais pas, des dimensions supérieures. C'est une sorte de choses un peu excitantes et mystérieuses et passionnantes. Et effectivement, en bande dessinée, avec mes moyens de bande dessinée, je m'attelle bien sûr aussi à cet enjeu-là, d'essayer de donner le sentiment de quelque chose de vivant. Et donc, je voulais, voilà, c'était l'enjeu de ce livre, montrer la vie de l'atelier des peintres de la Renaissance. Et j'ai travaillé autour de Antonello de Messine, un grand peintre vénitien, qui a passé un séjour à Venise. Et donc c'est sa rencontre aussi avec des peintres comme Bellini. Dans l'histoire, on évoque aussi Titien ou Giorgione. Bref, et tout le livre était pour moi l'occasion d'un dialogue en bande dessinée avec cette peinture-là, de cette époque-là. Donc dans les jeux de cadrage, de lumière, je jouais avec la peinture de cette Renaissance-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour les cadrages, je travaillais avec des espaces qui étaient conçus un peu comme les espaces avec une perspective centrée, avec un point de fuite. Il n'y a jamais deux points de fuite dans mon album. Et j'ai fait des décors qui sont un peu comme des décors de théâtre, où il y a une espace de scénographie avec 3 murs, comme au théâtre, mais il n'y a jamais le 4e mur, celui du spectateur. Et en fait, chaque espace est comme une petite boîte.
Et voilà, c'est ce qui se passe dans la peinture de la Renaissance. Et ça crée un dispositif qui crée à la fois un dialogue avec cette peinture-là, et en même temps, en bande dessinée, ça crée une tonalité particulière, ça crée un rythme particulier, une certaine distance. Il y a une dimension théâtrale dans ce livre, qui vient aussi de ce parti pris-là, et qui n'est pas un parti pris qui a vocation à être perçu par le lecteur. C'est-à-dire que c'est un peu invisible, c'est un peu inconscient. Et cette dimension d'ailleurs de l'invisible et de l'inconscient à la lecture de la bande dessinée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler, enfin essayer de jouer avec le hors-champ, avec ce qu'on peut suggérer sans le montrer vraiment. Et parfois, je me souviens que alors ça a beaucoup changé, mais parfois des gens qui venaient de la littérature avaient peut-être du mépris pour la bande dessinée en ayant l'impression que la littérature a cette capacité à susciter un imaginaire par l'évocation des mots. Que la bande dessinée, en montrant les choses, parfois peut réduire un peu cet imaginaire. Et moi, je suis convaincu que la bande dessinée peut aussi être... en fait, toutes les images de bande dessinée qu'on propose sont des images manquantes auxquelles il manque quelque chose, qui nous conduisent toujours à la suivante. Et dans l'intervalle des deux, ce sont les lecteurs qui fabriquent la liaison et qui fabriquent du coup enfin, en fait, ces images sont juste des supports à l'imaginaire, à la fabrication d'un imaginaire. C'est ça qui me plaît beaucoup. Et donc une grande part sont en fait des choses qui se passent de manière un peu imperceptible à la lecture, il me semble. Et donc dans ce livre, j'ai eu l'occasion d'une chose qui m'a... Donc déjà, dans ce travail-là, c'était de la fiction qui allait ensuite se greffer dans un contexte historique précis, sur lequel je me suis beaucoup documenté. Mais je suis allé un peu plus loin dans le rapport à l'histoire que dans le livre précédent. Et pour la première fois, j'ai osé me mettre en lien avec un spécialiste d'histoire de l'art, en l'occurrence un spécialiste italien qui s'appelle Mauro Lucco, parce que j'étais en but à un problème autour d'une reconstitution d'un tableau d'Antonello de Messine, qui est celui qu'on voit donc, ici sur la gauche. Dont il ne reste qu'un fragment, et c'était un grand tableau d'autel qui était au-dessus, donc dans une église à Venise. Et aujourd'hui, il n'en reste qu'un fragment. Et je m'étais basé sur une autre reconstitution. Et en fait, quand j'ai fait le livre, il se trouve que Mauro Lucco a fait une énorme monographie sur Antonello, et il remettait en cause cette reconstitution sur laquelle j'étais parti pour faire la reconstitution dans mon livre. Et donc, j'ai pris contact par ce biais de sa maison d'édition, à tout hasard, comme ça, en lui parlant de ce que je voulais faire. Et en fait, on a échangé par mail. Je lui faisais des croquis. Lui me guidait en m'orientant pour telle et telle raison. Le décor serait ceci, cela. Et en fait, ça m'a fait produire finalement une image qui est celle qu'on voit à gauche, qui est une reconstitution donc, nouvelle de ce tableau d'Antonello de Messine. Et ça a été une expérience formidable, moi qui m'a un peu bouleversé en fait, parce que tout à coup, mon travail de recherche dans une optique de création de bande dessinée, allait un peu plus loin aussi avec un dialogue avec la recherche réellement scientifique, quoi, je dirais. Et donc, ça a été important pour plusieurs aspects. D'une part, j'ai par la suite plus facilement osé prendre contact avec des spécialistes d'un domaine. Et ça a été très important pour Florida, j'en parlerai. Et également, j'ai à ce moment-là créé un site internet qui était devenu une sorte de carnet de recherche personnel, et puis à l'occasion d'ouvrir à mes sources, je dirais, par rapport à mes livres. Et je l'ai créé ce site parce que précisément ce travail de reconstitution, il était imperceptible à la lecture. C'était pas l'enjeu évidemment dans le livre d'en parler, mais j'avais envie que ça existe quelque part, que ce soit pas totalement souterrain. Et donc j'ai créé ce site à cette occasion. Et par la suite, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur Florida, il y a eu une nouvelle édition du Sourire des marionnettes. Ça a été l'occasion d'alimenter aussi le Sourire des marionnettes sur des réflexions autour précisément de cette fabrication de la légende à partir de l'histoire. Des petites recherches que j'ai faites qui étaient en parallèle de ma réflexion sur Florida, quoi.
Et justement, si vous regardez l'édition qu'il y a à la BU pour Le Sourire des marionnettes, vous verrez que ce n'est pas la même couverture. Voilà, donc entre mon édition et celle de la BU, vous avez les deux éditions possibles. Alors celle-ci est beaucoup mieux parce que c'est un objet mieux fabriqué en fait, c'est un plus beau livre. Non mais réellement il y a une grande différence et c'est intéressant de comparer parce que on peut voir aussi le travail de ce que c'est que le travail de l'impression et que c'est pas rien non plus. En l'occurrence dans ce livre, il y a dans les pages intérieures, il y a une couche, une 5e couche d'impression d'encre dorée. C'est-à-dire que pour le travail de l'impression traditionnelle, il y a 4 couches, cyan, magenta, jaune et noir. Et là, il y a eu donc une 5e couche d'encre dorée qui joue à plein l'effet des miniatures persanes qui avaient des dorures sur tous les cadres, les ciels, tout un tas d'éléments. Et donc moi j'ai joué avec ça aussi dans mon travail, mais dans ma première édition, il n'y avait pas cette encre dorée, et donc il y a une sorte de couleur un peu orangée qui un peu essaye d'imiter l'esprit du doré de la miniature. Mais c'est en fait... Enfin, quand on compare les deux éditions, c'est pas vraiment le même livre, quoi. Voilà. Je reviens juste sur ton site internet pour te laisser souffler du coup quelques secondes. Voilà. Je trouve aussi que le site internet que tu as créé est quelque chose de marquant pour comprendre ton travail, et c'est assez rare en fait chez les auteurs d'avoir cet accompagnement avec tout le travail en amont que vous pouvez faire. Alors je sais que Valérie Mangin fait ça aussi, effectivement, pour Alix Senator, et elle donne, comme tu as dit, son site internet c'est aussi une sorte de carnet de recherche, alors c'est juste le haut de l'iceberg, hein, donc oui, voilà. Et c'est vrai que c'est très intéressant après pour le lecteur qui veut prolonger la lecture, de pouvoir voir les livres dont tu t'es servi pour construire ton scénario, pour te renseigner, les analyses que tu peux faire. Donc voilà, mais c'est pas si courant que ça chez les auteurs de BD d'avoir ce regard réflexif sur leur propre travail et de donner leurs sources. Alors maintenant, ça se fait de plus en plus éventuellement à la fin du livre d'avoir quelques informations. Dans Murena, par exemple, on a les sources, mais c'est pas habituel dans la BD. Ouais. Alors, il se trouve que là, j'ai découvert il y a quelques jours que mon site n'est plus... je crois qu'il y a des problèmes de mise à jour du... et moi, je l'ai fait il y a longtemps et je ne suis pas du tout bon sur la technique de tout ça, et donc j'ai pas mis à jour le truc, et il faudrait que je m'en occupe là. Donc désolé si jamais. Alors voilà, je vais arriver à Florida, le livre suivant. Dans la continuité toujours la Renaissance était un environnement historique qui m'a passionné aussi, et une des... enfin voilà, j'ai eu le désir de poursuivre, enfin j'ai eu des questionnements cette fois-ci autour d'autres types d'images qui ont été le point d'entrée en fait dans le projet, qui étaient les cartes. Alors les cartes de la Renaissance m'ont fasciné, en particulier au départ celle-ci, celle de Waldseemüller, donc en 1607. C'est la première carte où le continent America est nommé America. Et une des dimensions qui m'intéressait dans les cartes de la période, c'était le fait que tout au long du XVIe siècle, les représentations du monde changent, parce qu'on le connaît un peu plus au fur et à mesure. On a découvert ce nouveau continent, entre autres, et ça change complètement les représentations que l'on se fait du monde. Et alors, j'étais assez fasciné par cette évolution-là, cette diversité-là, et par un phénomène aussi qui était que ce cartographe était à Saint-Dié dans les Vosges. Il n'était pas un voyageur, et je me disais, je trouve ça incroyable, une sorte de personnage de cette époque dans son cabinet de travail qui arrive à fabriquer une représentation du monde entier sans avoir parcouru ce monde, et donc en compilant tout un tas d'informations venues à la fois des anciennes cartes depuis l'Antiquité, et puis en même temps avec les récits des voyageurs, ou les nouvelles cartes qui se faisaient à droite et à gauche. Et voilà, ce travail de synthèse et de création d'un monde dans un espace réduit qui est celui d'une carte, ça me travaillait. Et j'avais eu le désir donc de raconter un récit qui parlerait d'un cartographe
qui pourrait être un de ces cartographes de cabinet, et puis qui, lui, se confronterait à la réalité d'un territoire, et notamment d'un territoire nouveau. Et une des dimensions de la carte qui m'intéressait, c'était tout l'imaginaire qui est véhiculé par la carte, l'imaginaire de l'ailleurs. Déjà, quand j'avais un peu travaillé sur les récits de voyage de Marco Polo, qui racontait ce que je disais tout à l'heure sur la secte des assassins, au passage, il y avait plein d'autres choses qui m'ont intéressé chez Marco Polo, et il y a aussi toutes ces représentations, notamment d'êtres un peu fantastiques, avec des yeux au milieu du torse, des choses comme ça. Voilà, qui sont tout un imaginaire déployé qui sont assez fascinants et qu'on retrouve dans des cartes. Alors par exemple, dans les cartes d'un certain Guillaume Le Testu, là on voit en bas à gauche des personnages aussi fantastiques. Et voilà, toute cette chose-là me travaillait. Les questions de domination, bien sûr, autour de la carte, étaient des questions, des enjeux qui étaient véhiculées, qui étaient très importantes. Le fait de nommer un territoire, c'était des façons de se l'approprier. C'était voilà, il y avait vraiment plein de choses autour des cartes qui m'intéressaient, quoi. Donc j'avais envie de faire un récit qui se situe dans ce contexte de la Renaissance. Alors au départ, j'ai travaillé sur une fiction que je voulais inscrire dans le contexte plutôt de la génération d'après la conquête du Mexique, une histoire plutôt espagnole au Mexique, et la rencontre avec une grande civilisation qui était les Aztèques. C'était plutôt ce domaine-là que j'avais commencé d'explorer, et j'avais écrit déjà quelque chose d'assez d'assez consistant, notamment quelque chose que j'ai repris finalement dans Florida, puisque le projet a bifurqué par la suite. Ce que j'avais un peu écrit dans mon premier projet, c'était une relation autour de deux frères qui étaient, en fait, l'un était quelqu'un de costaud qui voulait vivre l'aventure et qui rêvait d'aller dans ce nouveau territoire, quoi, mexicain. Mais il a eu un accident, il était handicapé, il était dans l'incapacité de vivre cette aventure. Et son frère, lui, qui aurait été un personnage de cartographe, était plutôt fait pour vivre une vie de cartographe de cabinet, justement, dans un environnement peut-être plus confortable. Pas du tout quelqu'un taillé pour l'aventure. Et du coup, dans ce premier récit que j'avais inventé, c'était cette histoire d'un cartographe qui se retrouve à un peu vivre pour son frère. Il va y aller quand même. Il va le vivre, et le frère handicapé va vivre cette histoire par procuration. Et voilà. Et donc il y avait aussi un personnage féminin, d'ailleurs, c'était un trio en fait. Et finalement, en fait, en faisant des recherches sur d'autres cartographes, j'ai découvert alors Guillaume Le Testu en premier, ce cartographe français donc, qui était parti au Brésil en 1555, dans ces eaux-là, et qui avait fait un livre de cartes, donc une quarantaine de cartes pour l'amiral de Coligny, dont Franck Lestringant est un grand spécialiste, qui a fait une magnifique édition presque de facsimilé de ces cartes, que vous verrez dans l'exposition, je crois. Ouais. Donc j'ai découvert ce personnage, et qui était fascinant parce qu'il était aussi un aventurier, c'était aussi un voyageur qui a fini sa vie d'ailleurs dans des actes de piraterie avec le Francis Drake, donc dans des conditions vraiment romanesques, quoi. Et donc c'était un cartographe, et en plus avec des cartes importantes et belles, voilà, un grand cartographe. Mais c'était pas du tout le récit que je voulais raconter au départ. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement la tension entre quelqu'un qui n'est pas fait pour vivre une aventure flamboyante et qui se retrouve du coup confronté à quelque chose de beaucoup trop violent pour lui, et c'était pas du tout une histoire héroïque que je voulais raconter, quoi. Et c'était presque ce rapport entre cette tension entre aussi le quotidien et l'aventure, enfin ce genre de choses. Et donc, finalement, Guillaume Le Testu m'a fasciné, mais c'était presque un homme trop complet, qui était à la fois l'homme des images, l'homme des cartes et l'homme de l'action. Enfin. Et donc, il apparaît de manière très importante aussi dans mon livre, mais comme un peu un pôle, justement, fascinant pour un des personnages, qui va être le personnage d'Éléonore dans Florida.
après, j'ai découvert, en même temps, en fait, dans ces recherches, j'ai découvert Jacques Lemoine de Morgue. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire de la Floride française, dont j'avais absolument jamais entendu parler auparavant. Donc, ces projets de tentative de colonisation de la Floride par les Huguenots, donc en 1564-65. Et donc, ce Jacques Lemoine de Morgue était engagé en tant que cartographe. On connaît cette carte qui est gravée par Théodore de Brie, mais qui est finalement la seule carte qu'on peut dire, qui a été produite à partir de Jacques Lemoine de Morgue. Donc finalement, par rapport à Guillaume Le Testu, en tant que cartographe, on ne peut pas dire que c'était tellement considérable, quoi. Mais la trajectoire de Jacques Lemoine de Morgue dans la Floride, pour le coup, et tout ce qui s'est passé en Floride, que j'ai découvert donc avec ces relations de diplomatie très, pour le moins complexes, on va dire, avec les peuples natifs, la famine, les mutineries, avec le massacre par les Espagnols dans le contexte des guerres de religion. Alors tout ça m'a sidéré. Il y avait une matière à raconter quelque chose et qui nous disait des choses intéressantes et importantes sur justement le rapport à l'autre, le rapport la question de la carte et du territoire là a été mise en jeu d'une manière hyper intéressante. Et donc j'ai commencé à me dire qu'il y avait en plus matière à peut-être finalement les enjeux qui m'intéressaient à les mettre vraiment en scène avec cette histoire-là. Et là où je me suis dit vraiment oui, c'est mon sujet, c'est quand j'ai découvert que Jacques Lemoine de Morgue, qui était donc un des rescapés de cette histoire, a fait des dessins de botanique. Et moi, un des enjeux de départ du projet, c'était finalement à quelle distance aussi on se situe par rapport au monde dans notre appréhension des choses. J'ai été intéressé par la cartographie aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on se met dans une distance très lointaine où on peut voir l'ensemble du monde et en même temps, quand on le voit de si loin, on voit pas... il y a plein de choses qui nous échappent, évidemment. Mais aussi quand on est uniquement dans le concret d'un territoire et de tout ce qui se passe, sans avoir cette dimension un peu plus vaste, on manque aussi finalement de certaines informations, de connaissances, d'une certaine façon d'appréhender les choses. Et là, tout à coup, il y avait une distance encore de plus près, où on voit juste des petites fleurs, des petits oiseaux, des choses inoffensives, jolies. Et moi, en fait, je me suis dit, là, j'ai eu comme un déclic dans ces différentes distances par rapport au monde. Tout à coup, il y avait une autre distance que je n'avais pas anticipée dans mon projet initial, qui était celle des choses de très très près, en fait. Et dans mon livre, finalement, j'en ai fait une interprétation, je dirais, peut-être qu'on pourrait qualifier de psychologisante, qui serait que ce personnage, j'en ai fait quelqu'un effectivement pas taillé pour l'aventure, qui s'est pris l'expérience de la Floride de plein fouet et qui en ressort complètement traumatisé et qui se réfugie en quelque sorte dans des images, dans des représentations qui ne sont pas violentes, qui font du bien et qui ne lui font plus voir grand-chose du monde autour. Et ces images-là, du coup, ont un peu un rôle à la fois un rôle de protection, mais aussi ça incarne parfois même le refoulement, en fait. C'est des images qui viennent masquer d'autres images beaucoup plus violentes dans son souvenir, quoi. Et alors, il y a eu ça, et puis il y a eu la découverte, évidemment, aussi des gravures qui ont été éditées donc, par Théodore de Brie, et d'après, en tout cas prétendument d'après, les images de Jacques Lemoine de Morgue. Et alors là, il y avait encore un autre corpus de représentation qui m'a complètement passionné, qui était finalement à cheval entre une proto-ethnographie, on pourrait dire, et donc un regard sur un ailleurs, sur une autre culture notamment, et en même temps ce que j'ai découvert en lisant le travail de Franck Lestringant, et donc c'est là où je vais venir aussi à notre relation. J'ai découvert que ces images étaient aussi faites de beaucoup d'emprunts à d'autres choses, et cette dimension-là m'a passionné, et dans un objectif de propagande, et donc le contexte des publications, de l'imprimerie, du rôle de l'imprimerie,
Tout ça m'a fait me dire, mais ce récit, en fait, ce matériau d'histoire est absolument fascinant à tellement de niveaux. Et donc, je suis rentré dedans, quoi. Et pour finir, avant d'évoquer le travail de Franck, pour finir sur le lien avec mon premier projet, eh bien, finalement, j'ai réinvesti des éléments de ma narration, cette idée de quelqu'un qui vit par procuration une expérience pour l'autre, finalement. C'est le vecteur de fiction que j'ai intégré dans cette matière d'histoire, quoi. En faisant ça, alors je vais peut-être aller juste un peu plus loin. En fait, je l'ai fait cette fois-ci non plus à travers la figure d'un frère, mais la figure de l'épouse de Jacques Lemoine de Morgue. Pour moi, c'était très important ce personnage que j'ai créé, qui s'appelle Éléonore. C'était très important de rentrer dans le récit à travers son regard pour plusieurs raisons. D'abord, je l'ai créé, il fallait absolument que je crée un personnage qui soit l'épouse de Jacques Lemoine de Morgue, parce que on sait qu'elle a eu un rôle on sait qu'elle a existé, que cet homme était marié, et qu'elle a transmis en fait des documents de son mari après sa mort à Théodore de Brie. Et donc, il fallait ça que je puisse le mettre en scène à un moment donné. Mais alors, comment? On n'a aucune autre information sur elle. Donc là, c'est mes libertés finalement d'auteur qui ont pris le relais. Et je me suis dit, bon, je vais créer ce personnage, mais j'ai pas spécialement envie de faire un personnage qui soit un personnage secondaire avec juste ce petit rôle. Ça m'intéressait pas trop. Et en fait, c'était pour moi, à travers elle, que j'ai eu cette occasion de vraiment amener le souffle romanesque et l'espèce de nœud dramaturgique qui allait conduire tout le récit. Alors, avec cette histoire que j'ai réintégrée, donc de quelqu'un qui rêve de vivre l'aventure et qui ne peut pas. Alors elle, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est plutôt sa condition de femme dans cette époque-là. En Floride, il y a eu, je crois, une seule femme, en réalité, qui n'est pas évoquée finalement dans le livre, qui était je ne sais plus d'ailleurs tout à fait le rôle de la gouvernante un peu de Laudonnière, le capitaine de l'expédition, il me semble, mais je ne m'en souviens plus bien. Peut-être Franck pourra être plus précis là-dessus. Mais sinon, c'était quand même une histoire d'hommes, et vraiment que des hommes, quoi. Et du coup, voilà, je savais que le reste du récit ne mettait en scène essentiellement que des figures masculines, mais j'étais interpellé quand même par le fait que au pouvoir à ce moment-là, il y avait en Angleterre Élisabeth Ier, il y avait Marie Stuart en Écosse, et il y avait Catherine de Médicis qui quand même aussi était encore très importante, voilà. Et ces questions-là du rôle des femmes de l'époque m'a interpellé, et je me suis dit, bon, comme beaucoup, c'est un sujet en plus très important, de plus en plus, cette invisibilisation des personnalités féminines dans l'histoire, et aujourd'hui la tentative d'aller chercher des figures et les remontrer, parce qu'en fait elles ont fait des choses. Voilà, moi j'étais du coup un peu interpellé déjà par ces questions quand même, et je me suis dit, je vais vraiment faire un personnage féminin fort, et c'est pour moi même le personnage principal du livre, en fait. C'est-à-dire que c'est par elle que le récit est conduit. Et à travers elle, j'ai inventé le fait qu'elle était fille de cartographe, et ça m'a permis de réinjecter des enjeux autour de la carte. Ça m'a permis aussi d'imaginer qu'elle a pu rencontrer Guillaume Le Testu dans son enfance, et que cette rencontre a été pour elle un pivot, on va dire, justement. Cet homme à la fois aventurier et à la fois homme de représentation est un peu l'homme complet, idéal entre guillemets, et elle projette dans la relation avec Jacques Lemoine, elle aurait rêvé que Jacques Lemoine soit de la même trempe que Guillaume Le Testu en quelque sorte, et voilà, il y avait moyen de nouer une intrigue qui allait déployer aussi des enjeux autour de la carte grâce en fait à Éléonore, puisque finalement avec Jacques Lemoine tout seul, les enjeux de la carte étaient finalement moins suffisants. Donc voilà comment je suis un peu arrivé, pour dire les choses un peu vite,
à ce projet et à le tourner de cette façon-là. Et assez vite, j'ai pris contact, j'ai réalisé que le grand spécialiste de ces sujets-là était Franck Lestringant. J'ai lu Le Huguenot et le Sauvage, qui m'a fait découvrir aussi davantage toute la dimension anglaise de l'histoire. Et Florida est finalement aussi bâtie avec en filigrane l'histoire des Anglais qui commencent leurs premiers projets coloniaux en Virginie et qui essayent de comprendre ce qui s'est passé précédemment en Floride pour tenter de ne pas revivre le même échec. Et du coup, là, cette double dimension-là m'a aussi devenue importante parce que c'est devenu aussi le cadre de mon récit. En fait, mon livre est finalement beaucoup un récit intimiste qui se passe à Londres et un récit de couple. Et puis c'est dans cette relation-là que ça va s'ouvrir à la fois sur la géopolitique de l'époque européenne et même mondiale, du coup avec l'Amérique, et à la fois sur toute l'histoire, le témoignage de Jacques Lemoine. Et la dimension des représentations, elle est aussi, par le fait qu'on n'est pas dans l'histoire en direct de Jacques Lemoine, mais c'est déjà Jacques Lemoine qui se souvient, et donc il y a déjà une altération de l'expérience. Le souvenir est déjà parfois déformé ou alors altéré, pas très précis. Et dans ma représentation graphique, je joue aussi sur ce côté un peu flottant des images mentales du souvenir qui ne sont pas forcément précises, quoi. Mais bref, avant de développer peut-être ça, si j'ai le temps, d'ailleurs j'aurai peut-être pas le temps, parce que je ne me rends pas bien compte du temps qui passe. J'ai donc contacté Franck Lestringant à tout hasard, comme j'avais fait avec Mauro Lucco, en me disant, bon, par sa maison d'édition, peut-être qu'il aura la gentillesse de me répondre et voilà. Donc j'ai eu plus que ça. En fait, ça a été assez incroyable, pour tout vous dire, parce que il se trouve que Franck Lestringant était en train d'écrire ce qui allait devenir Le Théâtre de la Floride, donc qui est le livre qui est évoqué ici dans les images, qui est un livre aussi sur Jacques Lemoine et sur son expérience en Floride, qui présente l'intégralité des planches de Théodore de Bry et l'intégralité aussi du texte de Jacques Lemoine entièrement traduit. Et ça, moi, je n'avais pas eu accès. Dans les sources auxquelles j'avais eu accès, j'avais lu le livre de Laudonnière, qui est le capitaine de l'expédition, qui avait fait un rapport de tout ça. Et j'avais eu accès sur Internet à quelques traductions des illustrations, des commentaires, des illustrations de Théodore de Bry, donc d'après Jacques Lemoine de Morgue. Mais il y a aussi tout un grand corps de texte qui est vraiment le témoignage de son récit, de ce qu'il a vécu sur place, et qui est un témoignage qui est complémentaire de celui de Laudonnière, en fait, et qui donne des éclairages parfois différents, etc. Et alors moi, je n'avais pas eu accès à ça, c'est tout en latin, je ne suis pas latiniste. Et Franck, très très gentiment, déjà m'a reçu favorablement tout de suite et m'a proposé immédiatement de me transmettre cette traduction qu'il avait établie. J'ai pu travailler avec un matériau comme ça qui était exceptionnel. Il y a tout un tas d'informations qui sont dans le livre que j'aurais jamais pu avoir sans cette collaboration à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que son livre, je l'aurais lu mais plus tard, et ça aurait été trop tard, puisqu'il est sorti juste un an avant le mien, mais moi j'étais déjà bien avancé, quoi, dans mon travail. Donc par exemple, le fait que Jacques Lemoine partageait son habitation avec le sergent Lacaille et les relations qu'il avait avec cet homme-là, je l'ai découvert dans ce témoignage-là. Toute la fin du récit en Floride, quand les Espagnols envahissent le fort, le récit de Jacques Lemoine, il est haletant, on est tenu en haleine vraiment, et je suis resté juste au plus près de ce qu'il racontait finalement, parce que tout était là, quoi, en fait. Donc quand on le voit prendre un peu son souffle un peu en haut d'une colline et découvrir le massacre en train de se faire, et puis l'errance dans la forêt avant de se retrouver un peu par chance ou par miracle retrouver des compagnons et pouvoir repartir, tout ça c'est totalement basé sur la réalité de ce témoignage. Et donc merci Franck.
Et ça a été en fait un échange très fructueux parce qu'on s'est revus plusieurs fois. Il m'a fait l'amitié aussi de lire mon storyboard, par exemple. Donc le storyboard, c'est l'état de préparation de la bande dessinée. Et donc on a eu beaucoup d'échanges en fait. C'était très important. Et puis dans la foulée, j'ai aussi pu contacter d'autres personnes avec qui j'ai eu des échanges qui ponctuellement sur différents plans m'ont nourri aussi. Donc il y a eu un spécialiste de l'Angleterre, et de l'Amérique anglaise, Bertrand Van Ruynbeck, qui m'a aussi donné des éléments, ou puis mis en lien avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Franck Boucher, qui faisait des fouilles en Floride, et donc lui qui m'a donné accès à d'autres choses encore, qui m'ont permis de travailler sur la représentation des Timucua. J'ai aussi parfois, il y a des choses quand même étonnantes de hasard, de heureux hasard, mais parce que on est là au bon moment et que, je sais pas, on a les antennes au bon endroit. Je suis allé voir la fameuse Cosmographie universelle de Guillaume Le Testu, l'original, qui est conservé à Vincennes, dans les archives militaires de Vincennes, puisque ces cartes ont été offertes à l'amiral de Coligny, et donc c'était conservé dans les archives militaires. Et en fait, j'avais donc, alors ça c'était aussi le contact avec les archives, et là c'est plus que des archives, c'est une œuvre d'art en fait. C'est quelque chose qui est très émouvant, qui est quelque chose d'important, quoi, je trouve. Et j'en avais pas besoin concrètement, je pouvais travailler sans, mais en même temps j'avais envie et besoin quand même de me rendre compte de la matérialité, du format aussi de cet objet-là. Et j'avais représenté déjà ces images avec le cartographe que j'avais imaginé, puisqu'on n'a pas tellement de portraits de lui. Mais en train de discuter autour d'une de ces cartes. Et donc je suis allé les consulter. Et en fait, à côté de moi, donc, il y avait plein de gens qui consultaient des livres anciens. Et il y en avait un qui était très intrigué par la beauté de ce que j'avais sous les yeux. Et on a discuté à un moment. Et en fait, il était, lui, spécialiste des fortifications du XVIe siècle. Il allait faire sa thèse la semaine suivante. Et il venait juste consulter des derniers documents avant ça. Voilà, sa soutenance de thèse. Et alors, j'ai fait tilt. Oui, c'est vrai que j'ai besoin de représenter un fort français, le fort Caroline, mais je ne connais rien aux fortifications du XVIe siècle. Alors, je me basais, moi, sur notamment les descriptions du fort par Laudonnière et puis par d'autres. Mais il y avait des éléments même du vocabulaire de l'époque qui m'étaient totalement hermétiques. Et donc là aussi, on a gardé le contact. On a échangé avec voilà, il m'a permis d'aboutir à une reconstitution du fort qui serait aussi à peu près vraisemblable. Voilà. Donc tout ça pour dire que le rapport, on ne crée pas les choses tout seul, quoi. Et un des bonheurs aussi de ce travail, pour moi, c'est d'apprendre, en fait, c'est de découvrir des choses. Et puis, tant mieux si après la transmission se fait. Mais voilà, ça fait partie des éléments. Et finalement, le travail que j'ai fait n'est pas si différent du travail de Théodore de Bry quand il fabrique ces images un peu artificielles avec diverses sources. En fait, moi, j'ai fait la même chose. Simplement, les sources ne sont pas toujours les mêmes, et puis je n'ai pas les mêmes intentions ou les mêmes objectifs dans mon travail. Mais c'est aussi un des enjeux de ce livre, pour moi, c'était il y avait une sorte de mise en abîme de la fabrication des représentations. Et c'est en fait quelque chose que j'ai réalisé après coup, que j'avais déjà travaillé finalement dans la vision de Bacchus, montrer les peintres au travail et montrer ensuite l'effet produit par la peinture. C'est une sorte quelque chose qui est aussi un sujet de Florida, en fait. Montrer comment on aboutit à fabriquer des représentations et comment ces représentations vont ensuite avoir des effets. Voilà. Et c'est un peu quelque chose qui continue de me travailler, finalement. Dans le dernier livre que j'ai fait, c'est sur l'affaire Dreyfus. Et là, ce qui m'intéressait, c'était les représentations médiatiques. Et là aussi, quels effets ça produit sur la société, comment la société vient dans les représentations médiatiques, mais ensuite, comment ces représentations-là aussi agissent. Il y a toute cette sorte
dualité ou qui m'intéresse, quoi. Ça, je parlais du storyboard, c'est un peu comme ça que je travaille, avec des choses, des dessins très, très basiques. Et pour ce livre, tout à l'heure, j'ai parlé aussi des enjeux de forme sur la vision de Bacchus et sur le sourire des marionnettes. Ici, le jeu avec la planche de bande dessinée, pour moi, était la structure à partir d'une grille qui ressemblait à des grilles de... Alors, je dois avoir, je crois, des images, des grilles dans les cartes marines. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est dans la page de garde. En fait, c'est ce qu'on appelait les lignes de Rumb dans les cartes, les portulans, donc les cartes marines de la Renaissance. Ce sont des lignes qui font des rayonnements, finalement, et qui servaient... d'après ce que j'ai compris, plutôt à indiquer des directions pour les navigateurs. Et en fait, pour moi, il y a aussi une dimension esthétique, quoi, évidemment, à cette grille de lignes. Et en fait, la bande dessinée, c'est des cases, et souvent, il y a des espaces entre les cases. Mais c'est aussi, finalement, une grille. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'espace entre mes cases dans ce livre-là. J'ai décidé d'avoir que des lignes, et que toutes les cases... Enfin, toute la bande dessinée, en fait, est structurée à partir du croisement de lignes. Alors la plupart du temps de manière classique, verticale et horizontale, mais aussi avec un réseau de lignes souterrains qui est conçu un peu comme ces lignes de Rumb, qu'on peut voir en surimpression finalement dans toutes les séquences de souvenirs du livre, qui sont travaillées graphiquement dans des ambiances un peu atmosphériques en la vie, très léger. Et donc assez vite, c'est venu ça, ce choix graphique, de faire des images qui sont en fait par l'ombre et la lumière et qui ne sont pas fabriquées justement avec des lignes. En revanche, c'est ce qui permet de faire apparaître en surimpression ces lignes qui structurent les images et qui font un peu, dans mon évocation, c'était l'idée un peu de la poésie d'une cartographie mentale, si on veut. À certains moments, j'ai utilisé cette grille avec d'autres façons finalement de jouer avec le croisement de ces lignes obliques. Et c'est des différents moments qui produisent des effets expressifs que j'ai volontairement pas utilisé beaucoup, parce que ça pourrait aussi être une sorte de truc, et j'avais pas envie que ça en soit un. C'est vraiment, à certains moments, ça produit un impact, justement parce que c'est rare, il me semble. Alors là, en l'occurrence, c'est un moment au milieu du livre, et c'est d'ailleurs littéralement le milieu du livre, qui fait une double page, et qui est un moment un peu pivot, donc dans le récit aussi, où Jacques Lemoine avait produit des images en Floride, et des images qui vont disparaître. Et comment les montrer, comment donner l'impression que ces images étaient sidérantes. Et ben voilà comment j'ai essayé de le faire à ma façon, avec cette dimension un peu explosive, je dirais, et qui en fait décline, découle de ce réseau de lignes et de la façon dont j'ai pu jouer par ces fragments, quoi. Les images qui sont à l'intérieur d'ailleurs de ces petits triangles sont toutes des images que le lecteur aura vues. C'est des reprises en fait de certaines cases de ce que le personnage nous aura raconté, aura raconté à sa femme Éléonore, mais aussi au lecteur. Et donc il y a aussi un effet de familiarité, mais de décalage, parce que le traitement graphique n'est plus du même ordre. Il est fait avec cette ligne beaucoup plus fine à la plume. Mais en même temps, on a l'impression de les avoir déjà vues, ces choses-là, mais en même temps, c'est différent. Et c'est encore une autre façon de jouer aussi avec cette question des représentations, d'avoir toujours ce rapport à l'écart, en fait, d'une représentation par rapport à une autre, ou par rapport au sentiment d'une expérience vécue. L'enjeu du livre étant, pour moi, au fond, de rendre l'expérience de la Floride française pour le lecteur, l'expérience vécue par Jacques Lemoine, plus vraisemblable que les gravures qu'on va découvrir tout à la fin, et mettre en tension en fait ces deux formes de représentation. La mienne finalement incarnée dans
dans ces aquarelles et dans cette impression de souvenir, mais qui, du coup, dans les cadrages, parfois, j'essayais d'être dans la sensation un peu physique, comme si j'étais vraiment dans le corps de Jacques Lemoine, en fait. Il y avait une recherche un peu impressionniste de faire ressentir, de faire éprouver une expérience qui n'est pas du tout la même que, par exemple, qui va être celle de la reconstitution historique avec la méticulosité de tous les boutons, de vêtements, etc. C'est pas sur ce plan-là que j'ai essayé de rendre vraisemblable, c'est sur aussi la gestuelle, c'est sur des cadrages qui pouvaient donner l'impression de l'instant pris sur le vif. Donc, c'est des dimensions purement de mise en scène aussi. Voilà, bref. Juste, juste pour par rapport aux couleurs, hein, le vidéoprojecteur rend les choses un peu plus jaunes. Donc, voilà, quand on compare, pour ceux qui arrivent à voir l'écran, ça correspond plus à la réalité de la BD que ce que vous avez là, et vous pourrez le constater en voyant les planches. Voilà, juste rapidement, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, en fait. Peut-être on peut s'arrêter aussi. 5 minutes si tu veux, D'accord. pour qu'on ait le temps pour des questions quand même. Oui, alors juste je vous montre deux choses encore sur d'autres façons d'avoir joué avec ce dispositif de ligne. À un moment donné, le personnage vraiment bascule dans la folie, dans une perception altérée, on va dire, de la réalité, parce que la famine et en plus les met dans des conditions physiques extrêmes. Et du coup, là, je suis arrivé dans une proposition qui peut évoquer le cubisme, par exemple, ou des choses comme ça, avec une dimension complètement fragmentée liée à ces réseaux, ces mêmes réseaux. C'est toujours les mêmes réseaux de lignes qui agissent, quoi. À un autre moment, je joue plus tard dans le récit avec les souvenirs qui envahissent le personnage. Et cette fois-ci, c'est l'idée de l'engloutissement de quelque chose de cet ordre, mais toujours avec ce même principe. Et puis sinon, voilà ça c'est une des planches, les deux planches d'ailleurs, un peu au début du moment où le personnage de Jacques Lemoine confie son expérience à Éléonore. Et Éléonore, elle est marquée par les cartes, et donc elle se fait un imaginaire, notamment des Indiens, par la carte. Et c'est aussi quelque chose qui intervient à plusieurs moments du récit, le vis-à-vis de deux formes de représentation d'une même réalité, et qui vont être qui vont être pas de la même nature, quoi. Quand j'ai travaillé sur les postures corporelles, un historien, donc Bertrand Van Ringbeck, m'a encouragé à aller voir le film de Terrence Malick que j'avais déjà vu, mais qui s'appelle donc Le Nouveau Monde. Et en fait, surtout dans le making-of, le réalisateur évoque le travail avec un chorégraphe amérindien qui a travaillé sur les postures corporelles avec donc des acteurs, avec l'idée qu'il y avait une identité, la transmission de quelque chose, d'une identité culturelle qui allait pouvoir passer par le langage du corps. Et ça a été une des façons qui a été utile pour moi aussi de donner une dimension vraisemblable à ces Indiens, surtout quand on les compare avec les postures qui viennent plutôt à l'antique, quoi, on va dire, de la Renaissance, dans les gravures de Théodore de Bry. Voilà encore une vis-à-vis pour montrer un peu la sensation essayer de se mettre dans la peau des personnages quand ils ont vécu des moments notamment de conflits armés. Et quand on compare ça avec les gravures, il y en a une qui semble plus vivante peut-être, et en même temps tout aussi artificielle en quelque sorte. J'avais après des choses sur les tatouages, par exemple. Dans Théodore de Bry, les personnages indiens sont tatoués, et notamment dans la gravure que je montre à gauche, dans les tatouages, il y a une fleur de lys. Alors c'est un peu étrange. Donc selon toute vraisemblance, les tatouages ne sont pas forcément très fiables. Moi non plus, je suis pas du tout, je garantis rien de la fiabilité sur les tatouages que j'ai représentés. En tout cas, je me suis basé sur d'autres sources qui m'ont été transmises, notamment par
cette personne qui fait des fouilles dont je parlais en Floride. Et il y avait des éléments d'archéologie qui ont été retrouvés. Et notamment, en bas, on voit un personnage soit des tatouages, soit des peintures corporelles. Alors apparemment, ce ne serait pas non plus forcément ces Indiens Timucua exactement, mais c'est dans une région plus proche, en tout cas. Et je voudrais aller au sud du Mississippi. Je voudrais aller juste très rapidement vers les représentations, et je vais finir là-dessus, des Indiens justement dans les gravures de Théodore de Bry, avec cette scène où je montre Théodore de Bry et l'anglais Hakluyt, que j'imagine partager ensemble ce projet. Alors on n'est pas sûr qu'il l'ait fait de manière aussi avec une telle proximité, mais peut-être ça pourrait être vraisemblable. Enfin bon, ça c'est peut-être Franck qui pourra aussi être plus précis là-dessus. Mais donc il y avait l'idée de s'inspirer de différentes sources, notamment des Indiens, des Aztèques, à partir du Codex Mendoza qui était possédé par Hakluyt, et voilà, qui vont donner finalement des éléments iconographiques, notamment des parures, pour les Indiens de Floride. Franck Lestringant avait identifié aussi des massues issues des gravures de TV qui représentent les Tupinambas du Brésil et qui vont être aussi exploitées dans les gravures de Théodore de Bry. Donc cette histoire de représentation composite d'une image de l'Indien qui serait finalement le sauvage, le même finalement dans tous les territoires américains. C'est un peu cette fabrication un peu artificielle. Alors moi j'ai essayé d'être justement un peu plus précis, disons au moins dans les sphères géographiques et culturelles, de ne pas m'inspirer d'Indiens, de natifs du Mexique ou du Brésil, qui n'ont absolument rien à voir en termes de vie culturelle avec les Timucua de Floride. Et je terminerai par un petit hommage avec ce personnage d'André TV, donc le cosmographe, que j'ai représenté dans mon livre, sous les traits légèrement modifiés de Franck Lestringant, avec une barbe. Voilà. Ce qui sera ma transition. Merci beaucoup, Jean. Alors, on va passer aux questions. Il y a aussi, c'est ici un grand jeu, hein, tout ça. C'est un dialogue à la fois amoureux et ludique, je trouve. Voilà. En même temps que c'est sérieux aussi, parce qu'on s'intéresse à des questions de représentation de façon sérieuse. Mais... Ah, voilà, c'est bon. Il fallait que vous vouliez parler pour que le micro marche. Donc oui. C'est bon. Non, je voulais remercier Jean vraiment de tout ce qu'il a dit sur... Enfin, merci. Merci à toi. Voilà, c'est... Ta bande dessinée est vraiment magistrale. Et si la Floride française, si on en parle dans les années à venir, peut-être dans les siècles à venir, on ne sait pas, c'est grâce à toi. C'est une histoire qui était presque complètement oubliée, sauf connue des spécialistes comme moi, mais de peu de gens. Et tu as vraiment donné, tu as rendu une notoriété à cette histoire de façon exemplaire par ta magnifique bande dessinée. Vraiment, merci. C'est un magnifique travail et très fidèle à la vérité historique. C'est une fiction, bien entendu, hein, tu l'as dit, fait de morceaux qui subsistent de l'aventure du XVIe siècle. Il y a peu de choses. C'est des bribes, et des bribes infidèles, des bribes incohérentes souvent. Et tu as réussi à en faire une histoire exemplaire. C'est magnifique. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur l'intervention de Jean Dittard? Ne soyez pas timide donc, pour poser vos questions. Si vous avez des questions qui ont émergé dans la lecture des œuvres ou par le biais de ce qu'il a pu expliquer ici. Personne n'ose poser la question? Alors, moi j'ai une question finalement par rapport à la communication qui va suivre, qui va tourner autour de Jean de Léry. Quand tu as lu les différents récits qu'il peut y avoir du XVIe, pourquoi par exemple tu n'as pas choisi l'histoire de Jean de Léry qui donnerait aussi une super BD, si jamais tu t'ennuies pour après, voilà. Alors, parce que finalement, comme je dis, j'ai un peu... expliquer la genèse, j'avais déjà un récit en tête finalement et
des problématiques qui m'intéressaient de travailler. C'était dans le jeu de la carte du territoire. Bon, le titre était déjà pris. Oui. Et puis cet enjeu aussi autour de l'aventure et du quotidien, et donc la tension entre tout ça était présent avant même que je décide de travailler sur l'histoire de la Floride française, avant même que je connaisse d'ailleurs ça, finalement. Et je constate que je travaille souvent un peu avec des notions un peu, enfin des problématiques ou des choses un peu abstraites en point de départ, et pas forcément la connaissance d'un fait historique et l'envie de la transmettre. C'est pas dans cet ordre-là que pour moi ça se passe bien souvent. Par exemple, dans la vision de Bacchus, j'avais vraiment des notions autour de la création artistique que j'avais envie de mettre en scène et en histoire, enfin en dramaturgie. Et à un moment, j'ai tourné autour de Giacometti ou de Francis Bacon, ou même de Rothko. Et en fait, ça s'est fixé sur Antonello de Messine, tel contexte, 2 ans à Venise. Et en fait, le resserrement sur un sujet précis va aussi ouvrir à d'autres dimensions, d'autres facettes que je n'avais pas anticipées. En l'occurrence là, en me resserrant sur la Floride française, ça m'a ouvert sur les guerres de religion, par exemple, qui n'était pas du tout un enjeu au départ que j'avais souhaité traiter particulièrement, quoi. Ou effectivement sur la question du rapport aux femmes dans la société, et les femmes qui veulent vivre, qui veulent être aussi des moteurs ou motrices de l'action, en quelque sorte. C'est devenu un des sujets, une des problématiques du projet, mais qui n'était pas forcément à l'origine même du projet. Et donc, comme j'ai dit, finalement, c'est en tombant sur Jacques Lemoine et ses cartes et ses dessins de botanique et les gravures de Théodore de Bry que tout s'est articulé, et je ne me suis même pas posé la question d'aller raconter d'autres récits du XVIe siècle, quoi, finalement. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question plus sur le travail artistique. Je me demandais, quand vous créez vos BD, est-ce que vous les créez à la main, vous les coloriez au crayon, à la peinture, etc. Ou est-ce que vous travaillez directement sur un écran, ce genre de choses? Alors, ça dépend des livres. Et d'ailleurs, tous les livres que j'ai faits ne se ressemblent pas spécialement. À chaque fois, je me pose de nouveau toutes les questions de mise en scène, de dessin, de représentation à plein de titres. Et en fait, avec la volonté que chaque livre va avoir son écriture à lui et son graphisme aussi qui lui est propre. Parce que, comme je l'ai évoqué aussi, il y a cette idée d'un dialogue avec d'autres arts ou d'autres pratiques d'image. La carte, la peinture, les miniatures persanes, la presse du 19e siècle. Tout ça engage du coup dans des directions très différentes. Et très concrètement, je travaille souvent pour ma préparation donc de storyboard, mais pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas dans tous les livres, mais quand même avec l'outil numérique. Et les planches ont été toutes faites, en tout cas avec des outils traditionnels sur papier. D'ailleurs, donc il n'y aurait pas eu d'exposition de Florida si le travail avait été uniquement numérique. Donc le travail sur Florida, c'était du lavis avec des encres de couleur et de l'encre de Chine et du brut de noix aussi pour toutes les dimensions sépia. Voilà, principalement, très concrètement. Et juste peut-être par rapport à cette question de trouver la forme qui convient au projet, dans les repères, je dirais que j'ai réalisé après coup, qui n'étaient pas conscients, mais je me dis en fait ça a participé à ma formation. Je pense que le travail de cinéaste de Alain Resnais a fait partie de mes repères, parce que Alain Resnais a cette façon de considérer finalement chaque film comme un terrain aussi d'expérience et qui va avoir sa logique de narration et sa forme propre. Et ces films ne se ressemblent pas non plus forcément. J'étais aussi assez marqué moi par Loulipo en littérature, et en bande dessinée il existe Loubapo qui est le même genre de concept d'écriture sous contrainte. Et ça aussi c'est quelque chose qui me travaille, qui aussi considère le livre comme un objet,
C'est une dimension qui m'intéresse aussi beaucoup. Et je pense que tout ça vient au fond de ma formation plutôt de plasticien, c'est-à-dire que je pense l'ensemble du livre comme un dispositif où toutes les dimensions du dispositif en fait font sens. Autant la matérialité même de l'objet, en effet, que ce soit sur les miniatures, que ce soit sur #J'accuse récemment, qui est encore plus poussé là-dessus, mais aussi finalement le mode de narration lui-même est un dispositif. Et bien sûr le choix du graphisme, etc. Donc là, dans Florida, il y a 2 écritures graphiques qui coexistent principalement. Celle du temps présent, en fait, du récit, on va dire, qui se passe à Londres et qui est travaillé avec quand même un cerne noir, l'encre de Chine pour les personnages. Et ensuite, une mise en couleur de camailleux sépia avec un petit peu de contrepoint visuel, disons, coloré, un peu gris bleuté. Et puis d'un autre côté, ces images en Floride qui sont complètement dans des tons flottants où il n'y a plus de lignes qui cernent rien du tout. Et alors le choix des couleurs d'ailleurs, il y a une dimension. Au départ, je voulais jouer uniquement avec du bleu, pour simplement un effet de contraste avec le sépia. C'est des couleurs complémentaires si on veut, et ça fonctionnait bien ensemble. Mais quand j'ai fait mes premières images où les bateaux arrivent sur la terre de la Floride, je n'ai pas pu me voir représenter la forêt bleue. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a plein d'éléments que je peux représenter bleu. Enfin, c'était tellement présent en fait la nature graphiquement, enfin, que j'ai mis du vert. Et finalement, ça a amené la tonalité qui est celle qui est aujourd'hui dans le livre, qui est à la fois bleue et verte dans cette partie-là. Et vous verrez dans l'exposition la beauté, alors de toutes les planches bien sûr, mais celle avec le bleu et le vert, les étudiantes de master qui ont eu l'occasion aussi là, de voir les planches, c'était frappant, parce que c'était encore plus fort finalement que dans la BD. Et alors après, moi j'ai eu la chance de toucher le papier. Avec Renaud à la BU, on disait ah, il est tout doux ce papier, mais alors Renaud me disait mais il faut vraiment pas mettre trop d'eau parce qu'il est assez fin quand même finalement le papier sur lequel tu travailles. Donc voilà, c'était émouvant aussi de toucher ton travail. Ouais, le papier c'est un papier aquarelle qui est quand même assez lisse, qui est pas avec beaucoup de grains. Et on a une technique quand on travaille avec de l'eau, c'est effectivement de mettre du scotch sur les bords du papier, qui fait que en fait, le papier est maintenu et donc ça va gondoler le temps que le papier soit humide, et puis finalement ça va s'assécher et se retendre. Si on ne met pas ce scotch autour, le papier va rester gondolé, quoi, donc ce serait un peu un problème. Et par ailleurs, sur le côté éclatant des couleurs des originaux, je dois dire qu'il y a une des dimensions numériques. Effectivement, il y a une partie encore de travail numérique après coup. C'est-à-dire que les originaux sont scannés par mon éditeur, enfin, qui fait faire ça. Et ensuite, moi, je reçois tout ça en fichier numérique. Et j'ai intégré les bulles, par exemple, de manière donc sur ordinateur. J'avais fait une typographie qui est faite avec mes lettres, enfin manuelle, mais que j'ai intégrée dans un logiciel. Et donc, c'est peut-être le seul élément qui est relié dans tous mes livres, c'est cette écriture-là, en fait. Et donc toute cette trame de grille que j'évoquais, elle vient sur impression aussi sur un fichier numérique, quoi. J'ai pas refait cette grille sur toutes les planches, quoi. Donc il y a ce truc-là. Et j'ai mis un petit voile un peu gris qui permettait justement de rendre visible par le blanc, le blanc de ces lignes dans toutes les images du passé, ce qui fait que les bleus et les verts sont moins éclatants dans le livre, mais c'était un vrai choix parce que sinon on ne pouvait pas faire apparaître ces trames. Voilà. J'ai une toute petite question pourtant sur la technique. J'ai en tête une réflexion d'un vieux routier de la BD des années 70 et 80, Norma, qui travaillait pour Pif Gadget. Lui, c'était pas lui qui mettait les couleurs, qui mettait en couleur. Et il disait, mais une fois sur deux, c'est n'importe quoi. Les gars qui colorisent ne savent pas porter les ombres, par exemple. Et donc là, vous avez des dessins où on voit des ombres portées. En cartographie, l'ombrage, on l'utilisait
Hein, on l'utilisait pour représenter le relief, avant le hachurage, ou ensuite les courbes de niveau. Et ça n'a été codifié que tardivement, au tout début du 19e siècle. Une codification en France, sous le Premier Empire, au tout début, et qui ensuite a été entièrement reprise partout. Hein. C'était devenu une norme internationale. Donc je ne me souviens plus, on disait bien l'ombrage doit correspondre à une lumière qui est orientée sur tel axe, je vais raconter n'importe quoi, sud-sud-est, enfin bon, voilà. Et vous, quelle est votre recette pour représenter voilà, les ombres que vous avez, les ombres portées sur vos visages, là, par exemple? Est-ce que vous avez un truc où vous suivez une ligne directrice? La chose est, j'allais dire, simple, dans le sens où l'idée, c'est de définir une source lumineuse ou plusieurs sources lumineuses, et puis essayer de rendre cohérent ensuite la façon dont les ombres sont portées, effectivement, en fonction de cette source lumineuse. Alors, dans cette scène, je ne sais plus, il y avait peut-être la cheminée qui éclairait des choses, je ne sais plus exactement. Mais bon, du coup, les lumières... J'avais fait une image peut-être plus générale au début de la séquence, qui m'avait permis de définir justement les sources de lumière et comment ensuite ça allait se répercuter à tel et tel endroit de la pièce. Et ensuite, je déplace mes personnages en imaginant virtuellement dans quel espace ils vont être, à quel endroit ils sont par rapport à la source de lumière, et puis je dispose mes lumières, mais après c'est plus haut pour donner la sensation d'eux, en essayant d'être cohérent au maximum, mais oui. Alors, il y a une autre question. Mais j'aime beaucoup travailler par l'ombre et la lumière, enfin cette question-là en ce moment je fais quelque chose qui est vraiment encore davantage sans tourner sur la fabrication des figures et des personnages, travailler par l'ombre et la lumière. Moi j'ai une question plus en rapport avec l'histoire, du coup. C'était pour savoir pourquoi vous avez décidé de tuer Jacques Moine en le poussant dans l'escalier, en fait. C'est une excellente question, et là j'ai pris une très grande liberté avec l'histoire, dans le sens où on ne sait pas comment est mort Jacques Lemoine de Morgue, a priori. Et il a fallu que je trouve une façon de le faire mourir. Donc je me suis posé plein de questions là-dessus, effectivement. Et je trouvais intéressant, en fait, les Anglais, dans ce récit, notamment Walter Raleigh, n'ont pas forcément le bon rôle. Ils sont un peu comme des vautours qui tournent autour. En tout cas, Jacques Lemoine le vit comme ça, qui tourne autour d'un cadavre, celui de la Floride française, et qui veulent en tirer profit au maximum, quoi. Et donc, finalement, il y avait une logique dans le narrative et symbolique, peut-être, dans le fait que à ce moment-là, Raleigh finalement finit par le tuer, parce que c'est à la suite mais c'est par accident, mais en même temps à la suite d'un conflit un peu éthique, et là qui est plutôt je suis pas certain que les choses se poseraient à cette époque-là dans ces termes-là. C'est plutôt un discours contemporain d'aujourd'hui sur la colonisation et la légitimité d'un projet colonial, et là-dessus ils ont une controverse, et Jacques Lemoine, je lui prête des mots peut-être qui viennent plutôt de moi là, à ce moment-là. Et donc ça finit par ce clash, quoi. Et c'est au moment où Raleigh va partir ensuite à la guerre contre l'invincible Armada, qui est, ce sont les Espagnols qui c'est aussi qui viennent donc lutter contre les Anglais réellement, et quelque part c'était ça ramène comment dire, c'était une façon d'articuler aussi l'histoire singulière et intime et romanesque de mes personnages avec d'une autre manière la grande histoire. Et il y avait un fil finalement tout le long tendu autour de cette guerre de religion et des relations qui est à plein de niveaux, qui est aussi dans la famille, intergénérationnelle, là, entre le père de Jacques Lemoine par exemple et Jacques Lemoine, mais aussi entre Marie Stuart et Elisabeth, et puis tout à coup la dimension internationale avec les Espagnols qui viennent directement en Angleterre finalement, donc c'est pas vraiment montré, c'est évoqué, mais voilà, je l'ai mis à ce moment-là aussi du récit. Enfin, c'était plausible, puisqu'effectivement il est mort à ce moment-là, Jacques Lemoine, mais c'était un peu conjoint, alors il fallait que je relie, donc j'ai inventé ce moment où il vient dire au revoir avant de partir à la guerre, et donc c'était comme ça que j'ai articulé tout ça, quoi. Bon,
bonjour. Bonjour. Vous avez expliqué avoir choisi dès le début d'illustrer une histoire qui se déroulait au XVIe siècle. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi cette période-là et pas une autre. Vous avez parlé par exemple de la question de la légitimité coloniale. Vous auriez pu choisir le 19e, par exemple, oui. ou une autre. Je voulais savoir pourquoi. Merci. Alors, les questions coloniales me travaillent toujours et j'aurai d'autres projets qui vont peut-être être dans des périodes plus récentes. Enfin, ou pas que d'ailleurs, mais bref. En fait, comme j'ai un peu dit, les raisons pour lesquelles je suis allé, c'est vraiment par la question des cartes au départ. Hein, c'est vraiment ça. Et ces cartes et puis c'était vraiment lié à l'évolution par rapport à mes livres précédents, l'immersion que j'avais dans la Renaissance avec la vision de Bacchus, l'envie de poursuivre, de travailler des choses dans des périodes historiques pas si lointaines. Donc il y a des... On fait aussi un livre parfois en réponse au livre précédent ou parce qu'il nous a manqué une dimension qu'on aurait peut-être envie d'explorer, de continuer, de prolonger, etc. Mais effectivement, après, les questions coloniales me travaillent, en fait, continuent de me travailler, quoi. Là, j'aurai des choses à l'avenir, mais c'est pas le projet qui est en train de se faire, ce sera peut-être pas le projet d'après, mais encore après, autour de la... Il y a une liste. Ouais, autour plutôt de la... Comment on appelle ça, de l'Indochine, quoi, la française, ouais. Alors, nous allons nous arrêter là pour faire la pause maintenant.